Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission, une émission qui reçoit aujourd'hui un invité qui nous vient de la République centrafricaine. Il est ancien ministre, il est coordonnateur du mouvement Kodro-Timo Kozosi et il est également porte-parole du Fonds uni pour la défense de la nation. Monsieur Jean-Serge Bokassa, notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors, votre pays, la République centrafricaine, est en proie à une crise sécuritaire depuis la chute du président Bozizé en 2013. Qu'en est-il de la situation aujourd'hui sur le terrain? Je pense que la situation reste, pour employer un doux euphémisme, c'est une véritable préoccupation. Elle reste électrique, elle reste sensible. Surtout, on va dire que la situation se généralise sur quasiment tous les plans. Sur le plan sécuritaire, j'entends ici l'écho de ce que disait il y a de cela quelques semaines M. Mankeur Ndiaye du haut de la tribune des Nations Unies, attirant l'attention de l'opinion internationale sur... Le représentant du secrétaire général des Nations Unies. Qui est effectivement le représentant du secrétaire général des Nations Unies sur la situation post-accord de Khartoum éventuellement. Et nous voyons aussi sur le plan politique une véritable détérioration de la situation, tant sur le plan institutionnel où les institutions aujourd'hui font l'objet de beaucoup d'accusations de corruption. Nous ressentons aussi une crispation du fait qu'il y ait éventuellement des institutions qui se font un tout petit peu la guerre. Donc on a vraiment l'impression que l'environnement devient de plus en plus délétère. Les élections qui étaient considérées comme étant des élections de sortie de crise, malheureusement le retour à l'ordre constitutionnel ne fournit pas éventuellement les espoirs. Donc vous l'avez dit, depuis un moment, la situation ne s'est pas améliorée du tout. Écoutez, l'amélioration de la situation tient lieu d'indicateurs. Je pense que sur le plan, par exemple, des crimes en tout genre, éventuellement des exactions commises sur toute l'étendue du territoire, il faut reconnaître que les chiffres sont en hausse. Les 3 ans post-élection sont 3 années quand même qui ont vu des chiffres dépasser ce qu'on avait préalablement. Donc c'est suffisamment éloquent. Mais dans ces conditions, on a constaté quand même que les protagonistes de cette crise se sont retrouvés à Khartoum récemment afin de signer un accord. Quel bilan faites-vous de l'application sur le terrain de cet accord-là? Je pense que c'est encore une fois, vous savez, ce serait nous qui le dirions. Je pense qu'on nous accuserait de mauvaise foi. Mais justement, le représentant du secrétaire général des Nations Unies fait état quand même de 50 à 70 violations de cet accord par semaine. Donc les violations continuent. Mais dites-moi, pourquoi est-ce que l'accord n'est pas respecté selon vous? Je pense que cet accord, il faut quand même rappeler que les groupes armés n'ont pas signé, c'est pas le premier accord qu'ils signent. C'est le 8e même. Donc voilà, donc je pense que c'est quand même, ça doit nous interpeller, c'est assez éloquent. Parce qu'on dirait que cet accord était mieux les élaborer, que c'était très inclusif, que les uns et les autres ont adhéré librement. Oui, et puis tout qu'on a ouvert le gouvernement. Quand on regarde un tout petit peu toute la gesticulation qu'il y a eu pour arriver à ces accords-là, entre le chef de l'État qui au départ n'en voulait pas, les groupes armés aussi, qui avaient un certain nombre de revendications qui semblaient ne pas être acceptées par le pouvoir en place, on se rend bien compte qu'il y a eu quand même beaucoup de difficultés à emmener tous les acteurs autour d'une table. Bon, ça c'était une évidence. Tout à fait. Maintenant, la question que je me pose, c'est quels sont les éléments aujourd'hui, on va dire additifs ou supplémentaires, qui feraient que l'accord de Khartoum serait un accord qui soit meilleur que ceux qu'ils ont signés avant. Quand on parle d'entrer dans le gouvernement, ce n'est pas la première fois que les groupes armés sont dans le gouvernement. Même quand ils allaient à Khartoum, les groupes armés étaient déjà représentés dans le gouvernement. Donc à ce niveau-là, il n'y a aucun changement. Peut-être qu'il y a une prise de conscience, un regain de patriotisme. S'il y avait une prise de conscience, je pense qu'il n'y aurait pas 50 à 70 exactions relevées par semaine. Relevés venant de groupes armés qui ont signé précédemment d'autres accords qu'ils n'ont également pas respectés. Je crois que tout ce qui manque à ces mesures-là, c'est des mesures contraignantes pour faire respecter ces accords-là. Quoi par exemple? Vous savez, il y a des dispositions qui prévoient qu'en cas d'inobservation de ces accords-là, la MINUSCA
Je pense que la communauté internationale, qui aujourd'hui constitue un peu la garantie de ces accords-là, s'est retrouvée être garante de ces accords-là, doit aller au bout de ses engagements. Autant ces engagements, ils se sont montrés solidaires dans tout le processus qui a conduit à Khartoum, autant ils doivent le rester dans les sanctions qu'il faut appliquer aux groupes armés en cas d'inobservation. Mais avant de parler de sanctions, il faudrait même qu'on sache à quoi ça sert la MINUSCA, la mission des Nations Unies pour la Centrafrique. Ça sert à quoi concrètement? Parce qu'au nez à la barbe de cette MINUSCA, on voit que des exactions se produisent et pourtant les forces de la MINUSCA ne font rien. Cette force, c'est à quoi concrètement selon vous? Vous savez, je pense que pour rester un minimum objectif, j'ai conscience que la MINUSCA, n'eût été sa présence, il est vrai qu'on aurait peut-être pu connaître le pire en République centrafricaine. Je crois qu'il était important qu'elle intervienne et qu'elle soit là. Maintenant, je pense qu'elle ne va certainement pas au bout de la mission telle que perçue dans tous les cas par les populations. En faisant quoi, par exemple? Je pense que le désarmement aujourd'hui, laisser le désarmement comme étant un désarmement volontaire, je pense que ça ne marchera jamais. Ces groupes armés-là ne désarmeront jamais de leur plein gré. Je pense qu'il faut à un moment donné, lorsque le désarmement volontaire ne marche pas, il faut l'imposer. Avant même le désarmement, lorsque les forces de la MINUSCA sont sur un terrain et des exactions se produisent, que fait la force? La force n'intervient pas, justement, c'est ce que je disais. C'est-à-dire que ce qui est surprenant, c'est qu'elle reste dans une interprétation parfois qualifiée par un grand nombre d'observateurs comme étant erronée de sa mission, parce qu'elle va justifier sa position en disant qu'elle n'est là que pour servir d'interposition. Mais elle s'interpose vraiment. Mais justement, elle ne s'interpose pas. Donc elle ne s'interpose pas, étant donné qu'elle laisse faire que des crimes s'exercent sur le territoire. Maintenant, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est simplement la faute de la MINUSCA qui ne fait pas ce qu'elle devrait faire, ou est-ce qu'il n'y a pas un problème au niveau du leadership à la tête de l'État centrafricain? Parce que je pense qu'il revient, ils le disent d'ailleurs, ils disent qu'il revient à l'État centrafricain de prendre ses responsabilités. En quoi faisant par exemple? Qu'est-ce que l'État moi je pense que l'État centrafricain... C'est l'État qui est sous embargo. Concrètement, qu'est-ce que l'État peut faire dans cette L'État centrafricain gagnerait dans tous les cas à avoir une position qui devrait être, à mon goût, un peu plus claire quant aux objectifs qu'elle s'assigne, quant aux missions qui sont les leurs. Justement, vous êtes très bien placé pour vous en parler parce que vous avez été ministre de l'Intérieur jusqu'à un passé récent. Alors, qu'est-ce que vous auriez dû faire que vous n'avez pas fait vous-même, par exemple? Moi, je pense que vous savez, des petites anecdotes, c'était au bas de ma responsabilité parce que être ministre ne fait pas de vous, justement, vous n'avez pas l'effectivité, vous n'avez pas l'effectivité de l'exercice du pouvoir, vous êtes un exécutant. Vous êtes placé sous un Premier ministre qui, lui, est placé aussi sous un chef d'État. Mais il y avait éventuellement une volonté de la MINUSCA à vous emmener à négocier avec les groupes armés ou le chef de groupes armés. Oui, mais vous n'avez pas dit que votre mandat s'est limité à cela. Parce que, d'une manière ou d'une autre, il y a certaines personnes qui le disent aujourd'hui, que si le gouvernement actuel a échoué, vous avez une part de responsabilité là-dedans parce qu'on a un problème sécuritaire et vous étiez quand même en pole position pour régler ce problème-là. Si le gouvernement a failli, je crois que vous ne vous en sortirez pas complètement. Non, bien au contraire. Vous savez, je suis quelqu'un qui aime assumer ses responsabilités. Je pense que pour apprécier éventuellement ou évaluer une mission, il faut en apprécier les contours. Oui, tous les contours. Je crois que, vous savez, nous avons hérité d'une situation, quand je suis arrivé à la tête de ce département, la situation sécuritaire se présentait comme étant très très inquiétante. Quand je suis parti, je pense que ne fût-ce qu'au niveau de la capitale, avec les moyens quasi inexistants que nous avions, un travail conséquent a tout de même été fait. Aujourd'hui, les rebondissements dont on entend parler concernant ce qui se passe dans des quartiers considérés à tort comme étant des quartiers uniquement musulmans, nous n'avons pas connu cela à notre époque. Je pense que nous avons procédé éventuellement à la neutralisation d'un grand nombre de malfrats à qui nous n'avons pas laissé le soin de... Donc, si je comprends votre logique, ça veut dire que l'exécutif, quand même, a pris ses responsabilités à un moment donné, parce que vous incarniez cet exécutif-là. Oui, mais la difficulté résidait essentiellement dans le fait où la MINUSCA avait un discours qui pouvait vous neutraliser dans l'exercice de vos missions. Donnez-nous un exemple, par exemple, pour apprécier. On kidnappe des policiers, c'est ce que j'ai vécu d'ailleurs à l'époque. On kidnappe des policiers, les kidnappeurs demandent une rançon. La MINUSCA vous conseille d'aller dans le sens de la rançon demandée. Et à ce moment-là, on dit non.
Nous, on veut récupérer nos hommes sans éventuellement donner une rançon. Ça ne s'est pas passé qu'une seule fois, puisque une autre fois, c'était un membre de ces groupes armés qui a été placé aux arrêts, pris en flagrant délit. Son groupe armé se mobilise, attaque nos forces conventionnelles, tire sur nos forces conventionnelles, hein, et par la suite vont kidnapper un policier qui était en faction au sein d'un hôpital, l'hôpital communautaire. Et donc, la MINUSCA rentre dans une négociation avec les groupes armés qui, eux, réclament que mon policier soit libéré en échange de leurs prisonniers que nous avons. Et vous voyez... Mais cette situation-là, ça s'est achevé comment? Vous avez cédé ou pas? Non, du tout. J'ai récupéré mes hommes. J'ai fait comprendre, c'est pour ça que je dis qu'il revient aussi c'est une question de leadership, c'est une question aussi de vision et de la perception que vous avez de votre mission. La MINUSCA n'est pas là pour nous dicter ce que nous avons à faire. Si aujourd'hui on se plaint de sa posture et de son comportement, c'est à nous de le lui faire comprendre. Je pense que la MINUSCA est au service du peuple centrafricain et pas le contraire. Malheureusement, aujourd'hui, les affinités naissantes entre la MINUSCA et certains hauts responsables de l'exécutif font que l'exécutif n'est plus en mesure de demander à celle-ci de remplir sa mission comme il se doit. De cet exécutif-là, on constate qu'aujourd'hui, dans le gouvernement, il y a un certain nombre de représentants de groupes armés. Comment est-ce que vous avez apprécié cela? Est-ce que cela n'a pas contribué à la vassalisation de cette institution qu'on appelle le gouvernement? D'abord, c'est une situation que l'on ne peut pas apprécier, que nous avons commencé à dénoncer avant Khartoum, pendant et après Khartoum. Lorsque même, parce que la première fois que je participe à un gouvernement au sein duquel il se trouve qu'il y ait des représentants des groupes armés, c'est au gouvernement Sarangi II, hein, parce qu'il y a eu donc, le premier gouvernement auquel j'ai participé, qui était un gouvernement censé être resserré. Le chef de l'État, sa vision était d'empêcher aux groupes armés d'entrer au gouvernement tant qu'ils ne déposaient pas les armes. Donc le préalable justement à la dynamique, on va dire, d'insertion dans un processus politique relevait justement de cela, déposer les armes avant. Mais ça n'a pas fonctionné. Alors ça n'a pas fonctionné. Donc on est passé à un autre état. Scission de mon département, oui. Je quitte la sécurité et j'arrive à l'administration du territoire. Oui, oui. Et donc j'ai marqué une pause de près d'un mois parce que j'ai demandé à rencontrer le chef de l'État avant la prise de mes fonctions. J'avais besoin d'avoir un nouveau cadre de collaboration. Il s'était passé un certain nombre de choses dans l'exercice de ma première mission. Je réalisais à mon corps défendant que la sécurité ne constituait pas une priorité. Je réalisais... C'est vrai ça? Que ce n'était vraiment pas une sécurité. Vous savez, vous l'appréciez. Vous l'appréciez, vous prenez la loi des finances, vous regardez la loi des finances et vous faites une idée d'où sont les priorités du gouvernement. Moi, je pense que nous avons hérité cette loi des finances qui n'a fondamentalement pas changé après l'élection du chef de l'État. Pourtant, la situation qu'il héritait n'était plus la même. Elle était extrêmement catastrophique. Je pense qu'il fallait une réadaptation de ces instruments-là à la vision qui était la sienne, en reconsidérant ses ordres de priorité à lui. Or, cela ne se traduisait strictement pas dans cette loi qui me semble être fondamentale. Donc, vous avez fait cette mise au point et après, vous avez pris J'ai pris service, oui. Et j'ai fait une conférence de presse quand même avant de prendre service, en attirant l'attention de toute l'opinion, parce que j'acceptais, et c'était pour moi un sacrifice qui se voulait être utile pour l'unité et pour la paix, de travailler avec des représentants de groupes armés à l'unique condition qu'étant aux affaires, qu'il n'y ait plus d'exactions. Parce que si, en plus des exactions, il faut qu'il y ait des représentants de ces groupes armés qui soient au gouvernement, nourris aux frais de l'État, je trouve ça inconcevable. En tout cas, vous trouvez ça inconcevable. À un moment donné, il y a eu divergence entre vous et le chef de l'exécutif. Vous avez été débarqué du gouvernement. Et la suite, comment ça s'est passé? C'est ce que nous allons voir dans la suite de cette émission, chers téléspectateurs. Ne partez surtout pas en marque, nous posons, on vous retrouve dans quelques instants.